Bonjour à tous, merci de rejoindre cet énième webinaire que l'on organise aujourd'hui en collaboration avec Jean-Philippe Chenard, avocat et expert de réseau de franchise à l'IREF et Chenard et associés. Il vous expliquera un petit peu plus plus tard son parcours et il développera un petit peu les différents aspects pour lesquels il pourra vous aider. Alors, on a tardé un petit peu pour démarrer parce que à chaque fois, on a toujours 2-3 minutes pour que les personnes nous rejoignent. Donc, on démarre généralement jamais bien à 14 heures. Mais ce qu'on va faire là, puisqu'on a dépassé de 2 minutes maintenant, on va commencer tout doucement. Alors, je vais mettre les slides et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du webinaire dans un premier temps. Alors, comme je disais, bienvenue donc, sur ce webinaire où on va traiter donc du sujet de qu'est-ce qu'un DIP. Aujourd'hui, c'est un contrat qui est super important, qui vous lie entre le franchiseur et le franchisé, et vous franchisez, futur franchisé. Donc, on vous expliquera plus tard comment ça fonctionne. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne le webinaire. C'est très important pour vous, pour que ce soit hyper interactif et vous puissiez poser les questions que vous vouliez, etc. Donc, voici le programme. On va commencer dans un premier temps avec en fait un sondage qui nous permettra de savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous venez chercher au travers de ce webinaire. On vous expliquera brièvement qu'est-ce que la franchise, qu'est-ce que entreprendre en franchise, quel est le marché aujourd'hui en 2018 et ses chiffres clés. Puis ensuite, un autre sondage pour ensuite aboutir sur le DIP, une petite conclusion et une petite session de Q&A, questions et réponses, qui vous permettra de poser toutes vos questions. Alors, avant d'avancer, je voulais vous demander si vous nous entendez tous, si vous m'entendez, si tout fonctionne bien pour vous. Vous avez une petite fenêtre en bas, chat, pour justement nous indiquer si tout fonctionne bien pour vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit message, oui, non, et comme ça permettra d'être plus confortable. Alors, hop, quelqu'un a écrit quelque chose. Juste un petit instant. Hop. Alors apparemment, hop. Ok. Bon, ça devrait être bon, ok. Alors, évitez de mettre justement les informations dans les questions, mettez-les plutôt dans le chat qui est fait à cet effet. Vous pouvez m'écrire directement si vous voulez m'interrompre, nous interrompre, et que vous avez une question particulière. On sera ravis de s'arrêter et de répondre à vos questions. Voilà. Donc, on a encore quelques personnes qui nous rejoignent. Merci, vous êtes inscrits nombreux sur ce webinaire. Je pense que c'est assez important justement de traiter du sujet du DIP, qui est vraiment le contrat qui vous lie entre le franchiseur et vous-même. Voilà. Donc, on va maintenant continuer. Voilà. Donc, au niveau du déroulement du webinaire, comme je vous l'ai dit, s'il y a un problème, vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi poser une question par écrit via le chat, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions plutôt à la fin, où on va vraiment faire en sorte que, encore une fois, on a le privilège d'avoir Jean-Philippe Chenard, qui est spécialiste et avocat dans tout ce qui est commerce organisé, qui pourra directement répondre à vos questions. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un privilège qu'on a aujourd'hui de l'avoir avec nous et qui a l'habitude de traiter de ce sujet. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par un petit sondage. On va faire simple. Je vous ai expliqué comment fonctionnait le chat. Vous avez su mettre un petit mot. On va vous demander aujourd'hui si vous êtes franchiseur ou alors si vous êtes franchisé ou si vous êtes sur un autre projet actuellement. Expliquez-nous un petit peu ce que vous recherchez au travers de ce webinaire. Donc, on vous laisse 1 minute pour répondre. Pour ce faire, vous pouvez le faire au travers du chat, comme je vous disais, qui vous permettra donc de nous faire passer les informations. Donc, je vous remets juste ici. Voilà. Vous pouvez mettre vos réponses ici. On vous laisse 1 minute. Ah, alors, on a quelqu'un qui lève la main. Virginie. Hop. Je vais vous envoyer un petit message, Virginie. Vous pouvez poser votre question. Par écrit. Voilà. Alors, encore 30 secondes
pour éventuellement poser vos questions et du moins répondre pour vous connaître un petit peu mieux. Pour le coup, je vais juste gérer un petit peu le webinaire entre-temps. Hop, voilà. Donc, alors, au niveau des réponses, voyons voir ce que l'on a. Alors, je vous prie juste de m'excuser un petit instant. Alors, effectivement, tout le monde a répondu. C'est super sympa. Donc, donnez-moi un petit instant. Hop, voilà. Alors, on a, pour le coup, on a donc une personne qui est en cours de projet, d'accord? Alors, une personne qui disait pardon, c'est une erreur. Si vous voulez remettre justement la réponse à notre question, nous expliquer un petit peu votre parcours. Et on a une future franchisée. Ok, très bien, parfait. Bah, vous avez bien fait de nous rejoindre puisque vous pourrez poser toutes vos questions si vous avez des interrogations particulières. Ok, allez, écoutez, on va continuer. Donc du coup, je vais juste passer. Jean-Philippe, je stoppe la caméra pour le moment de ton côté, pour que je puisse continuer le déroulement. Ok, super. Donc, très simplement, aujourd'hui, vous devez savoir ce que c'est qu'un réseau de franchise. Vous devez savoir ce que c'est que d'entreprendre en franchise. C'est simplement bénéficier du savoir-faire d'un franchiseur qui a réussi et de pas forcément vous lancer tout seul à créer votre propre concept et à aller chercher vous-même justement la création de la société, etc. C'est aussi bénéficier d'un accompagnement du franchiseur, de encore une fois bénéficier de son savoir-faire et ben surtout aussi avoir l'exclusivité d'implantation, comme souvent c'est le cas pour certains franchiseurs. Voilà. Alors, les avantages de la franchise, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une marque commune. Donc ça, c'est important. Donc on bénéficie aussi de tous les efforts marketing de la marque pour justement suivre le réseau et on rejoint un réseau en fait. On ne se lance pas tout seul dans son coin. On rejoint un réseau où il y a déjà des implantations, où il y a déjà des efforts encore une fois marketing qui ont été mis en place, où il y a une notoriété, etc. On bénéficie donc, comme je vous disais avant, du savoir-faire du franchiseur. On bénéficie d'une assistance de la part du franchiseur. Alors que ce soit la formation après avoir rejoint le réseau, que ce soit au moment de l'implantation, une certaine aide pour mettre en place le réseau, votre boutique, hein, si c'est un réseau dans le retail que vous rejoignez, et effectivement bénéficier d'une exclusivité d'implantation. Alors, le marché de la franchise en France, c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, en Europe, malgré les différentes difficultés économiques qu'on peut rencontrer en termes de croissance, que ce soit en Europe ou alors que ce soit en France, aujourd'hui, on reste quand même premier en Europe et troisième mondial. Hein. À savoir que le modèle économique de la franchise vient des États-Unis, ce principe de réseau, on va dire. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment premier en Europe avec plus de presque 2000 réseaux de franchise en 2018. Ce qui génère plus de 55 milliards de chiffre d'affaires et une croissance de 10%, hein, alors qu'on trouvait 1,7% de croissance sur les 3 derniers mois. Aujourd'hui, enfin voilà, la franchise, c'est vraiment malheureusement pour certains réseaux d'artisans, on va dire, dans les petits villages, etc. Ça reste vraiment, on va dire, le futur du commerce, selon justement beaucoup d'acteurs au sein de la Fédération française de la franchise et même nous au sein de Franchise Direct, c'est vraiment ce dont on croit. Voilà. Allez, bah, écoutez, maintenant on a passé voilà au travers des différents points au niveau de la franchise de façon générale. Je pense que le cœur vraiment de ce webinaire, c'est vraiment d'aborder le DIP. C'était pour ça qu'on vous a convié. On vous remercie aussi de nous avoir rejoints. Et voilà, je vais donc laisser la parole dans quelques secondes, à Jean-Philippe Chenard, qui va se présenter, qui va vous expliquer son cœur de métier, ce qu'il est capable de faire pour vous, on va dire, en termes de réponses à vos questions. Et par la suite, il défilera bien sûr les slides au niveau du DIP. Voilà. Alors, Jean-Philippe, je vous donne accès à la caméra. Je vous laisse donc l'accepter. Je vais vous donner la parole aussi. Voilà. Je vais reprendre donc les slides. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, Jean-Philippe?
Oui, bonjour Mali, merci beaucoup de me donner la parole. Donc Jean-Philippe Chenard, je suis avocat au barreau de Paris. Mon cabinet s'appelle Chenard et Associés. On est spécialisé dans les réseaux de distribution, dans le droit des réseaux, dans le droit de la distribution, euh, les réseaux, notamment franchises et tous les réseaux du commerce associé. Et également en propriété intellectuelle, qui est une matière juridique nécessaire quand on fait des contrats de réseau. Et par ailleurs, j'ai le plaisir et l'honneur de présider la commission juridique d'une fédération professionnelle de tête de réseau qui s'appelle l'IREF, donc Fédération européenne des réseaux de franchise et de partenariat. Voilà pour mon parcours et bien évidemment, je vais vous présenter le DIP en des termes simples et vous pourrez facilement poser des questions si vous le souhaitez pour définir votre projet et avoir des informations complémentaires sur le sujet du document d'information précontractuelle. D'accord. Merci Jean-Philippe. Donc ce que je vais faire, je vais passer à la prochaine slide et on aura une question à vous poser. Déjà, selon vous, qu'est-ce qu'un DIP? Parce qu'on en parle beaucoup et on réduit beaucoup le terme en disant DIP. Mais selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes déjà renseigné? Est-ce que vous savez ce que c'est? On vous laisse répondre hein, dans la petite fenêtre pour poser des questions ou sur le chat. On vous laisse 30 secondes. Ça nous permettra d'adapter notre discours en fonction de votre connaissance à ce niveau-là. Alors, je suis en train de regarder les questions qui sont posées. Ils m'ont répondu sur le chat. On a déjà quelqu'un qui s'est manifesté avec une réponse. On va voir. Ah, on aurait presque une bonne réponse. Allez, on laisse quand même la chance aux autres pour le coup de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un DIP selon vous? Soyez pas timide hein, pour le coup. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est intéressant de pouvoir aborder la chose différemment et de se rendre compte un petit peu différentes connaissances de chacun. Donc voilà. Allez, encore 10 secondes. Et je crois qu'on a eu alors, on a une deuxième bonne réponse. On voit qu'on a des personnes qui connaissent bien le sujet déjà. OK. Alors, pour le coup, on a eu d'abord, si je peux me permettre de prononcer le prénom, Valérie, qui nous dit que c'est un doc de présentation en fait du franchiseur, du marché et de l'activité. Et on a aussi Ingrid qui a répondu en disant que c'était un document précontractuel concernant les principales infos de la franchise. Alors, on va voir ce que Jean-Philippe, vous avez ajouté à ce sujet. Eh bien, toutes ces réponses sont exactes. Pas complète, mais exacte. En fait, effectivement, le DIP, donc le document d'information précontractuelle, c'est un document juridique écrit qui comprend toutes les informations utiles et nécessaires pour qu'un candidat à la franchise puisse s'engager en connaissance de cause dans son projet de rejoindre un réseau de franchise ou autre, comme nous le verrons tout à l'heure, c'est-à-dire un réseau comportant une enseigne notamment. Donc, il a besoin d'un certain nombre d'informations, étant précisé de surcroît que le franchisé, très souvent, est quelqu'un qui ne connaît pas le domaine d'activité propre à la franchise, qui est novice et qui a donc besoin, dans la majorité des cas, d'avoir des informations substantielles avant de s'engager. C'est la loi qui a imposé cela pour protéger en fait le franchisé par rapport au franchiseur qui est considéré comme une partie contractuelle plus forte. Donc les réponses sont correctes, Mehdi. Nous avons des personnes très au fait du DIP. Bon, super, très bien. Bah, écoutez, on va passer à la prochaine slide. Donc, est-ce que Jean-Philippe pourriez nous dire un petit peu mieux ce que dit la loi à ce sujet, en fait, vous qui êtes un expert dans ce domaine? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, la loi dit que le DIP doit être mis 20 jours avant la signature du contrat de franchise. Donc 20 jours au minimum, mais bien sûr, il peut être
remis bien avant la signature. Il n'y a pas de délai entre la signature du DIP et la signature du contrat. D'autre part, la loi nous dit que un DIP doit être remis lorsque on a un contrat qui prévoit la mise à disposition d'une marque ou d'une enseigne en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a un contrat de réseau, par exemple la franchise, mais ça peut être des contrats différents de la franchise, ça peut être des contrats de concession, des contrats de commission affiliation, des contrats de partenariat, des contrats de licence de marque. À partir du moment où un fournisseur ou une tête de réseau va confier, enfin va mettre à la disposition une marque ou une enseigne à son partenaire en contrepartie d'un engagement d'exclusivité, l'obligation de soumettre et de transmettre un DIP 20 jours avant la signature du contrat va s'appliquer. Alors, qu'est-ce que l'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité? C'est une question évidemment importante. En règle générale, il s'agit d'exclusivité d'approvisionnement qui serait imposée dans le cadre d'un contrat. Par exemple, une franchise qui vend du textile, des vêtements, et dont les franchisés seraient obligés de s'approvisionner soit auprès du franchiseur, soit auprès d'un fournisseur référencé par le franchiseur. Dans ce cas-là, ce serait considéré comme un engagement d'exclusivité. En d'autres termes, c'est l'impossibilité pour le franchisé de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. Mais la loi parle également de quasi-exclusivité. C'est pas vraiment défini. Le droit communautaire, on comprend à travers du droit communautaire que la quasi-exclusivité pourrait s'apprécier aux alentours de 80% d'engagement de fourniture auprès du franchiseur. C'est pas défini, mais en tout cas, c'est la majorité des fournitures qui doivent être sollicitées auprès du franchiseur qui nous fait définir un engagement de quasi-exclusivité. D'accord. Donc, en somme, Jean-Philippe, pour résumer, on a quelques franchises, on a des fois des franchises qui offrent un secteur d'exclusivité, on va dire, une exclusivité sur un secteur, et on en a d'autres qui n'offrent pas forcément cette possibilité-là. Et justement, la loi sur ce contrat définit en fait, par rapport à l'exclusivité, fournir en fait, définir en fait les conditions, les clauses par rapport à ça. C'est ça? En fait, vous venez de citer un autre exemple que celui que j'ai fourni tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fourni un exemple d'engagement d'approvisionnement en produits, mais également, et vous avez tout à fait raison, il peut s'agir également d'une exclusivité territoriale, c'est-à-dire lorsque le franchiseur propose et réserve un territoire exclusif à son franchisé et l'empêche donc de vendre à l'extérieur de son territoire. C'est une restriction territoriale, c'est une exclusivité qui doit rentrer dans le champ effectivement de la loi. D'accord, ok, très bien, très bien. Alors, on va peut-être passer à la prochaine slide. Alors, juste la précision technique, juste pour vous dire, au départ, c'est la loi Doubin du 31 décembre 1989 qui a prévu cette obligation de transmission de DIP. Désormais, elle est codifiée dans le Code de commerce à l'article L330-3 ainsi que son décret d'application R330-2 du Code des commerces. -1 du Code des commerces. Je le dis simplement maintenant, je n'y reviendrai pas parce que c'est un peu technique, mais simplement savoir que c'est codifié dans le Code des commerces. D'accord, ok. Merci Jean-Philippe. Donc, est-ce que éventuellement à ce stade-là, des personnes ont des questions? N'hésitez pas, vous pouvez les poser maintenant. On aura une autre session de questions-réponses un peu plus étendue après. Mais voilà, vous pouvez soit lever la main, on peut même vous donner la parole si vous voulez, si vous avez un micro, ou alors éventuellement juste poser dans le chat, hein, comme tout à l'heure, poser votre question au sujet des différents points qu'on vient d'évoquer jusque-là. Je vous laisse 30 secondes hein, si vous avez une question. Il semblerait que… Ah, alors, on a une question. Jean-Philippe, je crois qu'elle est pour vous. Donc, un DIP doit-il obligatoirement préciser la notion d'exclusivité? C'est une question posée par Valérie.
Oui, la réponse est oui parce que le DIP doit stipuler certaines informations concernant le contrat et notamment les informations qui touchent aux exclusivités. Donc en fait, dans le document d'information précontractuelle, le franchiseur ou la tête de réseau doit énoncer les exclusivités du contrat. En plus, il devra fournir le projet de contrat, mais dans le document spécifique prévu à cet effet, il devra énoncer effectivement les exclusivités. D'accord, ok. J'espère que Valérie, cette réponse vous convient. Est-ce qu'on a d'autres personnes éventuellement qui souhaitent poser une question? N'hésitez pas, hein, profitez-en, c'est une belle opportunité. Généralement, on est obligé de se déplacer et on ne sait jamais bien à qui s'adresser pour poser ce genre de questions assez techniques. On a quelques personnes dans la salle, donc n'hésitez pas à nous poser ces questions. On laisse encore cette possibilité pour 20-30 secondes et puis on passera à la prochaine par la suite. Ok. Bon, semblerait que pour le moment, pas de questions. On va donc continuer les slides. Si vous en avez, n'hésitez pas quand même à les poser dans le chat comme vous l'avez fait jusque-là. Je peux vous répondre séparément ou même garder les questions pour plus tard. Alors, hop. Jean-Philippe, quelles informations doivent être transmises du coup au cours de cette rédaction de ce contrat? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, et ça va être un complément de la question précédente. Différentes informations doivent être délivrées par le franchiseur ou franchisé. Alors les premières sont relatives au franchiseur lui-même, c'est-à-dire qu'il doit communiquer toute information relative à son adresse, son siège, son numéro d'immatriculation, la nature de ses activités, sa forme juridique, etc. Des informations relatives à la marque, puisque l'un des éléments essentiels de la franchise, c'est la mise à disposition de la marque et de l'enseigne. Le franchisé doit être informé de l'enregistrement de la marque, du lieu de cet enregistrement, s'il il a été fait au niveau national ou au niveau communautaire. En d'autres termes, la protection de la marque qui lui sera assurée pendant toute l'exécution du contrat. Des informations également relatives au réseau, c'est-à-dire le nombre de franchisés dans le réseau, les dates d'arrivée de ces franchisés, de signature de contrat, mais également les dates de départ et les motifs d'ailleurs de départ s'il s'agit de résiliation de contrat ou de départ volontaire ou de non-renouvellement. Donc des informations extrêmement utiles lorsque on s'engage dans un réseau pour effectivement connaître un petit peu la situation du réseau. Également des informations relatives au marché. On y reviendra plus tard, mais ce sont des informations extrêmement importantes et sensibles qui ont donné lieu à une jurisprudence abondante. La loi définit assez strictement les informations que doit communiquer le franchiseur au sujet du marché. Le franchiseur doit établir une présentation de l'état général et local du marché pour les produits et services considérés, mais également donner des informations sur la perspective de développement. Donc, seuls doivent être communiqués la présentation de l'état général et local du marché et les perspectives de développement. J'insiste beaucoup sur ce point parce que ça donne lieu, encore une fois, à une jurisprudence abondante sur notamment des transmissions d'informations supplémentaires qui seraient faites par le franchiseur, mais on y viendra tout à l'heure. Et par ailleurs, le franchiseur doit transmettre des informations relatives au contrat. Ça, on rejoint la question précédente. Outre les exclusivités, le franchiseur doit donner des renseignements sur la durée du contrat, la nature du contrat. On a vu que là, on parle de franchise, mais il peut y avoir d'autres natures de contrat, par exemple la licence de marque, le partenariat. Il doit également joindre le projet de contrat au DIP afin que le franchisé, encore une fois, soit parfaitement informé. Et enfin, dernières informations très importantes,
le franchisé doit être parfaitement informé des investissements qu'il devra faire lors de la signature du contrat, c'est-à-dire les investissements en termes d'aménagement des locaux pour mettre les locaux aux normes, par exemple, mais également le droit d'entrée, puisque vous savez que pour rentrer dans un réseau, la franchise permet aux franchiseurs de facturer un droit d'entrée en contrepartie des services qu'il donne et qu'il rend à ses franchisés. Donc là, sur ce point, encore une fois, le franchisé doit être parfaitement informé. Très bien. Merci Jean-Philippe. Je pense que ça devient de plus en plus clair, hein. Je trouve qu'effectivement, c'est un sujet que on met rarement en avant, enfin du moins difficilement sur des sites. Nous, on essaye de rédiger du contenu là-dessus, mais c'est quand même assez technique. Donc, encore une fois, c'est un privilège de vous avoir pour évoquer ces points-là. On va passer à Merci. la prochaine slide maintenant. Hop. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, quelles sont les possibles sanctions? Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer cette slide? Qui peut être sanctionné et quelles sont ces sanctions? Oui, alors les sanctions sont les sanctions du défaut de transmission de documents d'information précontractuelle ou de transmission d'un document qui sera incomplet. En fait, le défaut de transmission de DIP, c'est clairement l'hypothèse où un contrat de franchise est signé entre un franchiseur et un franchisé sans que un DIP soit transmis préalablement ou en tout cas dans un délai plus court que les 20 jours. Ou alors une transmission partielle, c'est-à-dire que l'ensemble des informations prévues par la loi ne seraient pas stipulées dans le DIP. Alors, les sanctions encourues, ce qui veut pas dire qu'elles soient prononcées systématiquement. Premièrement, il y a les sanctions pénales encourues. Ce sont des contraventions de 5e classe. En gros, c'est une amende de 1 500 € maximum. Mais également, il existe, et ça c'est beaucoup plus grave, des sanctions civiles, comme la nullité du contrat de franchise, lorsque le consentement du franchisé est vicié, on y reviendra tout à l'heure, ou alors la mise en jeu de la responsabilité civile du franchiseur, qui est un motif d'action qui peut se cumuler avec d'autres motifs de sanctions. Je dirais pas la nullité puisque c'est alternatif, mais sans rentrer dans les débats, on peut évoquer un certain nombre de motivations civiles. Très bien, ok, bah, merci pour ces précisions. Effectivement, pour le coup, différents types de sanctions sont possibles. Alors, on a une question, tiens, et bien pour le coup, on va sauter sur cette occasion. On va donc vous répondre tout de suite. Je vous demande juste un petit instant, je vais reprendre cette question. Alors, pourrait-on revenir sur le délai de 20 jours, s'il vous plaît? Valérie qui nous demande, qu'est-ce qui se passe si après 20 jours, pour moi ou une autre personne, pour donner réponse en fait? Si le délai de 20 jours est dépassé entre le moment où le DIP a été remis au franchisé, eh bien en fait, il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est-à-dire que le contrat de franchise, il peut être signé à partir de ce moment-là, sans qu'il y ait de date butoir pour ce faire. C'est-à-dire qu'à partir à partir du moment où les 20 jours sont écoulés, le contrat de franchise dont le projet a été communiqué, mais il faut que le projet soit évidemment identique. Enfin, il faut que le contrat signé soit identique au projet qui a été communiqué préalablement. Une fois que le délai de 20 jours est passé, eh bien, le contrat de franchise peut être signé. Mais il peut être signé au bout de 30, 40, 50 jours, 6 mois. La jurisprudence nous donne d'ailleurs des exemples. Il n'y a pas de délai à partir du moment où le contrat, encore une fois, est identique au projet qui a été communiqué. Donc, il semblerait au final que l'obligation soit plus du côté du franchiseur, puisqu'il a, on va dire, une position un peu, pas supérieure, mais en fait, c'est simplement pour protéger le franchisé au final. Voilà, exactement. Je reviens à mon propos introductif pour dire que la loi a tenu à protéger le franchisé qui est censé avoir moins de connaissances sur le sujet, à la fois juridique, mais également technique. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci pour cette réponse, Jean-Philippe. Merci aussi de poser vos questions en direct. C'est une question intéressante et je pense qu'il reviendrait souvent. Passons pour le coup à la prochaine slide. Alors, vous parlez de la nullité du contrat de franchise. Alors,
on a encore une question. Je vais voir si, pour le coup, quelle est cette question. Peut-être que, hop. Alors bon, on va répondre à cette question encore à Valérie et après on laissera, enfin, on essaiera d'avancer. A-t-on le droit de contacter les franchisés qui sont dans la liste des IP pendant la durée des 20 jours? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Bah, je dirais que oui, et c'est même conseillé. C'est même conseillé parce que en fait la jurisprudence est de plus en plus stricte sur le fait que les franchisés doivent être proactifs. Ils ne doivent pas tout attendre du franchiseur et ils doivent aller eux-mêmes chercher l'information. Donc, effectivement, il est de bonne loi d'aller contacter les franchisés du réseau dont les coordonnées ont été communiquées dans le cadre du DIP pour aller se faire une idée du réseau. Et d'ailleurs, une des dernières jurisprudences qui a été rendue en la matière rejette la demande en nullité du contrat sur le fondement d'un défaut d'information du DIP au motif que le franchisé aurait dû aller lui-même chercher l'information auprès des franchisés du réseau, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas montré un comportement proactif. D'accord, ok. Effectivement, c'est souvent que moi personnellement, en tant que responsable commercial chez Franchise Direct, on travaille des centaines de réseaux de franchises, hein, et on a du coup sur notre site beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'une opportunité et qui décrochent le téléphone, hein, qui nous demandent un petit peu, qui nous posent des questions de ce type-là. C'est une question qui revient souvent et très honnêtement, effectivement, vous avez le discours du franchiseur. Et il est bien aussi pour vous parce que effectivement, il faut vous partager les mêmes valeurs que le réseau, de vous renseigner auprès des différents franchisés, voir un petit peu comment ça s'est passé pour eux, et avant de rejoindre le réseau, que vous ayez tous les éléments en face de vous. Alors, en ce qui concerne la unité du contrat de franchise, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus qu'est-ce que pourrait être l'unité du contrat de franchise? Oui, la nullité, c'est un sujet qui a défrayé la jurisprudence depuis des années et des années. En fait, dans la mesure où le franchisé peut solliciter la nullité du contrat sur un défaut d'information ou sur un document d'information précontractuel qui serait absent ou en tout cas incomplet, il y a un bon nombre de franchisés qui sont engouffrés dans cette brèche pour tenter a posteriori, finalement, après la signature du contrat, de sortir du contrat. Donc, au départ, bon nombre de décisions sont allées dans le sens du franchisé, mais de plus en plus, la Cour de cassation et les juridictions de fond françaises sont réticentes à donner accès à la nullité sans que le franchisé montre que son consentement a été vicié par l'attitude du franchiseur. Donc, en fait, en gros, pour qu'il y ait une nullité du contrat, il faut que le franchisé qui se fonde sur le défaut d'information précontractuelle prouve que son consentement a été vicié, c'est-à-dire que s'il avait obtenu finalement un DIP conforme avec toutes les informations, eh bien, il ne se serait pas engagé dans ce contrat. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez fort puisque certaines informations, même si elles sont manquantes, ne sont pas toujours de nature à influencer à ce point un franchisé qu'il n'aurait pas contracté s'il les avait connus. C'est ce qu'on dit en droit, enfin en droit, la formule qu'on emploie, c'est de dire que le défaut d'information doit avoir un caractère déterminant pour le franchisé, sur lequel il n'aurait pas contracté. D'accord, ok, très bien. Passons donc à la prochaine slide, où là vous parlez effectivement, et où on parlera effectivement du focus sur la présentation du marché et des comptes prévisionnels. Alors, pour bien différencier les deux, comprendre un petit peu quel est le sujet ici, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu mieux? Oui, bien sûr. En fait, il faut revenir aux informations que doit communiquer le franchiseur à ses franchisés dans le cadre du DIP et sur le marché. On les a évoqués tout à l'heure. On a dit que la loi impose la transmission d'une présentation du marché local et général et les perspectives d'évolution
de ce marché et d'évolution d'ailleurs du marché et de la franchise sur ce marché. Donc en fait, si on analyse strictement les termes de la loi, c'est une simple transmission du marché local. Donc ce sont des éléments qui sont finalement assez objectifs. C'est par exemple le nombre d'habitants, la zone de chalandise autour du commerce sur lequel le franchisé va s'installer. Ce sont des études très objectives avec des chiffres très objectifs. Mais la loi n'impose pas, en fait, d'aller plus loin que le franchiseur, c'est-à-dire que le franchiseur communique une étude de marché beaucoup plus fouillée. C'est-à-dire que le franchiseur n'a pas à communiquer, par exemple, des chiffres sur le nombre de chalands qui passeraient devant le commerce, ou n'a pas à aller plus loin dans la présentation du quartier dans lequel va s'installer le franchisé. En fait, ce sont des informations objectives et simples qui doivent être communiquées. Si le franchisé veut avoir plus d'informations, et il doit être proactif encore une fois en la matière, il doit lui-même commander ses études de marché et ses études d'impact pour pouvoir se décider en toute connaissance de cause. Voilà. Alors je vous en parle parce que évidemment c'est un des sujets en jurisprudence les plus marquants, puisque bon nombre de franchiseurs sont allés finalement au-delà de ce qu'impose la loi et ont transmis en fait des véritables études de marché qui vont au-delà donc de la présentation du marché local, mais en transmettant ces études de marché, certaines données étaient erronées ou susceptibles de fausser le jugement du franchisé. Et dans ce cas-là, eh bien, la sanction est assez lourde puisque la nullité est encourue. Alors, de même pour les comptes provisionnels, c'est le même raisonnement qui a conduit finalement la Cour de cassation et les juridictions du fond à annuler certains contrats de franchise parce que des éléments erronés ont été transmis, alors que la loi n'impose pas la transmission de ces données. Alors, en fait, la loi impose de transmettre des éléments chiffrés, objectifs, basiques, mais en aucun cas la loi n'impose au franchiseur de transmettre un business plan ou une étude prévisionnelle. Et si le franchiseur le fait, c'est à ses risques et périls. Encore une fois, s'il transmet des comptes exagérément optimistes par rapport à la réalité des choses, à la réalité de l'exploitation, eh bien effectivement il encourt un risque. Mais ce que je disais tout à l'heure, et j'y reviendrai encore plus tard, c'est que cette fenêtre de tir en fait pour les franchisés est de moins en moins ouverte parce qu'il faut que le franchisé démontre vraiment qu'il a été trompé, démontre que sans ces informations, il n'aurait pas contracté. Donc c'est quelque chose de compliqué pour arriver à cette démonstration. En fait, la possibilité était beaucoup plus ouverte auparavant et la jurisprudence s'est beaucoup restreinte ces dernières années. D'accord, ok. Alors Ingrid nous a posé une question qui est super intéressante, que je vais garder pour le côté pour le moment, sur le côté pour le moment, puisqu'on va bientôt arriver au Q&A pour les questions-réponses. Ouais. Et je pourrais vous répondre précisément. Ça concerne simplement effectivement de connaître s'il y a des organismes spécialisés qui permettent de faire des études de marché poussées et qui permettent justement d'avoir les réponses à ces questions. Alors, pour le coup, une dernière slide, il me semble. Pouvez-vous nous parler un peu plus de la prise en compte de l'attitude du franchisé? Oui, en fait, ça va dans la droite ligne de la jurisprudence qui effectivement est de plus en plus dure pour le franchisé puisque on lui impose de démontrer maintenant qu'il a été trompé, etc. Donc en fait, on prend en compte l'attitude du franchisé également, c'est-à-dire sa capacité à gérer une entreprise. S'il a géré son entreprise en dépit du bon sens, ça ne peut pas être de la faute du franchiseur. Le franchiseur, c'est un commerçant indépendant.
il doit gérer son entreprise en chef d'entreprise, il embauche ses propres salariés et il doit faire son propre business plan. Donc, fort de ces constats, le franchiseur ne peut pas être responsable de tout ce qui arrive au franchisé, malheureusement, s'il n'arrive pas à développer son activité. Par contre, le franchiseur, lui, il est responsable des données qu'il communique au franchisé qui doivent être exactes. Et encore une fois, la jurisprudence, désormais, impose de plus en plus une participation proactive du franchisé. Donc ça, c'est la prise en compte de la gestion du franchisé, mais également prise en compte de la personne même du franchisé. C'est-à-dire que si il s'agit d'un professionnel du secteur, par exemple, eh bien, cette situation va être prise en compte par la jurisprudence, puisqu'on aura finalement moins d'indulgence par rapport à ce franchisé que si il était complètement novice. Ok, ok. Alors, je vais pour le coup passer à la prochaine slide, qui est la slide de la conclusion, puisqu'on va pouvoir, on va dire, remballer un petit peu tout ce que on a exploré un petit peu tout le DIP, Oui. les obligations, etc. Quelle est la meilleure conclusion que vous pouvez nous donner aujourd'hui sur ce qu'on vient de voir? Bien, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le rôle du DIP et il faut revenir aux fondements légaux. Le DIP a été imposé par la loi aux franchiseurs et aux franchisés pour éclairer le franchisé dans sa démarche, dans son action, parce qu'il est considéré comme étant en possession de moins d'informations et considéré comme une partie plus faible juridiquement que le franchiseur. Voilà. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Au-delà de ça, le DIP ne doit pas être considéré ou pris en compte comme un instrument procédurier, de tactique procédurière, en fait, en quelque sorte, pour tenter d'annuler un contrat a posteriori. Donc, le DIP tel qu'il est conçu, c'est une très, très bonne chose pour rééquilibrer les parties, mais il doit rester dans sa fonction. En fait, c'était la conclusion que je voulais vous donner sur ce point. Ok, très bien. Alors maintenant, la question, elle est simple, hein. Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas? Ça ressemble souvent à une montagne, hein, qu'on escalade, mais pour être très franc avec vous, travaillant avec beaucoup d'entrepreneurs, je trouve que si vous avez vraiment la foi d'entreprendre et de faire quelque chose qui vous rapporte quelque chose à vous, vous êtes en phase de reconversion professionnelle ou vous avez vraiment envie de réussir, et bien effectivement, peut-être que devenir franchisé, ça peut être la solution, puisque effectivement, ben, vous pourrez vous lancer tout seul, mais pas forcément tout seul, puisque vous aurez l'accompagnement d'un franchiseur qui lui va pouvoir vous faire part de tout son savoir-faire, qui va pouvoir aussi vous permettre de peut-être réussir. Et il y a beaucoup de réseaux de franchises qui réussissent grâce à leurs franchisés, puisque c'est aussi les franchisés qui font le succès du franchiseur et beaucoup de franchisés qui, pour le coup, ouvrent plusieurs points de vente. Et c'est justement une belle réussite à noter pour ça. Alors effectivement, faites attention aux différents points, hein, différentes étapes, de ne pas brouiller les étapes, de bien vous renseigner autour de vous. Donc, comme le disait Jean-Philippe, hein, vous rapprocher vers les franchisés, c'est presque essentiel, qui sont déjà dans le réseau. Eux-mêmes vous donneront, on va dire, vous donneront simplement voilà, le feedback au niveau de comment ça se passe au sein du réseau, comment ça s'est passé pour eux. Et puis bien sûr faire attention aux différentes étapes légales, etc. Et vous rapprocher vers des personnes comme vous avez des avocats spécialisés. Alors bien sûr Jean-Philippe Chenard qui lui est spécialisé dans ce domaine, dans les commerces, dans les réseaux de commerce organisés, mais aussi plein d'organismes, des consultants, etc. qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Alors maintenant on va passer à une chose, c'est les questions-réponses. Et je pense que on va vous laisser le privilège, puisqu'on n'a pas non plus énormément de monde sur ce webinaire, de peut-être poser vos questions de vive voix. Alors, je vais revenir déjà sur la question d'Ingrid, parce que cette question est assez intéressante. C'était de connaître si effectivement il y avait des réseaux ou alors des organismes qui pouvaient permettre de faire des recherches un peu plus poussées sur les différents marchés. Oui, ça existe. Il existe des sociétés comme je connais plus le nom, mais de marketing qui font justement des recherches sur des zones que vous leur donnez et ils sont capables de vous dire voilà un petit peu le nombre de points de vente qu'il y a en fonction des différents secteurs d'activité, en fonction des différents chiffres d'affaires qui sont générés. Enfin, ils peuvent vraiment aller plus loin dans la recherche. Donc, ce que je ferai, je vous enverrai de façon privée, on va dire, un email à ce sujet, si vous êtes d'accord.
pour vous orienter vers 2 ou 3 organismes avec lesquels on travaille. À savoir qu'on en a quelques-uns sur notre site d'ailleurs. Si vous allez sur services dédiés aux franchises, eh bien vous aurez effectivement quelques organismes de ce type-là. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors oui, on a une question de la part de Ingrid. Ok, donc, pardon, de Valérie. Valérie est aussi intéressée par ce sujet. Est-ce que les autres personnes dans la salle ont des questions? Sachant que voilà, Valérie et Ingrid, je vous enverrai les éléments séparément puisqu'on a vos coordonnées. Je vous fais ça après. D'autres personnes ont des questions autres que sur ces sujets-là? On va vous donner la parole. Je pense que, allez, soyons fous. Alors, ça risque d'être un petit peu bruyant. Je devrais l'enlever sinon. Donc, vous avez tous la parole. S'il y en a un qui veut prendre la parole pour poser une question. Alors, pas de questions particulières apparemment. J'ai vu que je vais enlever les micros parce que c'était assez bruyant. Sur le pas de questions. Ok, super. Ok. On n'a pas de questions particulières. Je pense qu'on a abordé plus ou moins tous les sujets. Est-ce que pour le coup, Jean-Philippe, vous aurez quelque chose à ajouter? Bien, très heureux d'avoir participé à ce webinaire. Effectivement, il faut toujours prendre les occasions pour discuter des sujets liés à la franchise. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un merveilleux vecteur de développement, tant pour le franchiseur qui va pouvoir s'appuyer sur des partenaires indépendants qui vont l'aider à développer son savoir-faire sur un territoire, que pour le franchisé lui-même, qui va pouvoir s'appuyer sur la force d'une enseigne pour développer sa propre entreprise. Donc en fait, c'est l'exemple type du contrat gagnant-gagnant qui fait avancer le business de façon très rapide. Ok, très bien. Bah écoutez, je tiens vraiment, au nom de Franchise Direct et personnellement, à remercier déjà Jean-Philippe Chenard de nous avoir rejoints, d'avoir consacré un peu de temps, parce que quand on est avocat, on n'est jamais, enfin voilà, c'est difficile de dégager un petit peu de temps, donc merci énormément. Ce qu'on recherche vraiment à faire au sein de Franchise Direct, c'est vous sensibiliser, visiteurs sur notre site, à avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour faire les premiers pas. Parce que effectivement, quand on démarre au début, on ne sait jamais par quoi commencer. Ces petits formats justement de webinaires sont, je pense, plutôt bien puisque vous permettent de retrouver toutes les informations que vous voulez au travers d'un format interactif. N'hésitez pas à visiter sur notre site, hein, on en a fait plusieurs cette année, sur pourquoi devenir franchisé, quelles sont les franchises rentables, les franchises automobiles, et aujourd'hui, effectivement, autour du DIP, qui est le contrat qui lie le franchiseur avec le franchisé. Si vous avez quelconque question, notez bien les coordonnées de Jean-Philippe Chenard, qui, si je peux me permettre, se rendrait disponible, si c'est bon pour vous. Jean-Philippe, oui, ça vous dérange pas si l'audience s'adresse directement à vous par mail? Non, avec plaisir, au contraire. Ok, très bien. Moi-même aussi, hein, si vous avez besoin. Et puis, bien sûr, concernant encore une fois les 2 questions qui ont été posées par Ingrid, et je vous prie de m'excuser, il me semble Virginie aussi, pour rechercher justement un organisme qui puisse vous permettre de faire des recherches plus approfondies, des études de marché plus approfondies sur les secteurs où vous voulez vous implanter, je vous envoie par mail dans la journée. Je vous le fais dans la journée. Je vous envoie par mail les coordonnées de 1 ou 2 organismes qui peuvent vous aider à faire ça. Alors, je vois qu'il y a encore des questions qui avaient été posées. Je vais être sûr de partir. Ok, super. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci à tous. Merci à vous aussi hein, d'avoir participé. C'est parce que vous participez qu'on continue à le faire. Parce que sinon, bon, voilà, c'est beaucoup de travail en amont, etc. Vous allez recevoir prochainement une enquête de satisfaction. Je sais que vous devez en recevoir beaucoup, que ce soit quand vous réservez un hôtel ou quand vous louez une voiture. Mais là, c'est très important. On compte sur vous pour peut-être répondre et nous faire part de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde l'année prochaine, sur des sujets qui vous intéresseraient et sur lesquels vous seriez enclin à participer. Voilà. Et écoutez, voilà, merci à tous. Jean-Philippe, quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, Mehdi. À très bientôt.
Allez, super. Bah, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve sur franchisedirect.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ordre légal et concernant le DIP, n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe Chenard. Merci à tous. Excellente journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.